Bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Je suis effectivement en postdoc à Zurich, donc Sainte-Anne encore plus élargie au niveau international. Et aujourd'hui, je vais vous parler de dépression et de système de récompense. Alors, quand on croise, oui, mes conflits d'intérêts, pardon, je ne les ai pas encore tous, mais j'y travaille ardemment, j'espère bientôt réussir à faire le grand chelem. Donc, quand on croise les mots dépression et récompense, probablement qu'en tant que psychiatre, le premier mot qui nous vient, c'est celui d'anédonie. Alors, merci encore pour ce rappel à l'histoire, je trouve que c'est vraiment d'actualité. Le mot anédonie a été forgé par Théodule Armand Ribot en 1896. Théodule Armand Ribot qui est probablement le fondateur de la psychologie expérimentale en France, agrégé de philosophie, école normale supérieure, professeur au Collège de France, et qui forge donc ce terme d'anédonie par analogie avec l'analgésie. Et il décrit donc cette insensibilité au plaisir, qui n'est pas seulement le plaisir physique, mais également le plaisir moral, et qui n'est pas seulement présente dans les mélancolies profondes, mais il dit ces mots qui sont vraiment très parlants pour quiconque qui a déjà vu un patient déprimé, où le moindre rayon de joie ne pénètre pas l'individu. Alors, si on croise maintenant les deux autres termes, système de récompense et système cérébral et récompense, sur Google par exemple, on va tomber sur ce genre d'image, des activations cérébrales qui nous montrent essentiellement deux types de régions. Une région qu'on appelle le VMTFC, le cortex préfrontal ventromédian ici, et des régions ici bilatérales qu'on appelle le striatum ventral, qui contient notamment le nucléus accumbens, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Alors si on va un tout petit peu plus loin et qu'on continue de creuser, on tombe également sur l'opposé du système de la récompense, donc ce qui s'active négativement par rapport à la récompense, qui s'active quand une récompense, par exemple, c'est anticipée, n'arrive pas, ou à l'inverse, quand on délivre une simulation aversive, une simulation douloureuse, et on tombe sur un système qui est un peu un système opposant, qui est un peu le pendant de ce système de la récompense, avec l'insula antérieure, ici, et le cortex singulaire dorsal antérieur, ici. Et je voulais vous remontrer d'emblée ces régions-là, parce que c'est probablement celles dont on va reparler durant l'ensemble de cette présentation. Ici, vous avez une revue qui reprend tous ces résultats avec, pour ceux qui sont plus habitués à ce genre de représentation, ici le cortex préfrontal ventromédian, donc vraiment ventral, donc en bas, médial, donc vraiment au milieu, donc juste derrière les yeux en pratique, le striatum ventral, l'insula, je ne sais pas si on voit en clochant avec les couleurs, et le DMPFC ici. Alors, effectivement, quand on parle de récompense, Ribot nous disait, on parle de la récompense du plaisir physique ou du plaisir psychique. Quand on parle de récompense, il faut peut-être d'abord définir de quel type de récompense on parle. Alors on peut parler de récompense très primaire, par exemple de la nourriture, c'est le terme qu'on emploie pour des récompenses primaires, qui va marcher dans des espèces très variées. On peut parler peut-être de récompense d'un niveau un tout petit peu plus élevé, par exemple le plaisir, la récompense qu'on peut expérimenter face à un tableau qui nous touche, ou des récompenses sociales comme l'amitié, ce genre de choses. Des choses peut-être un peu plus triviales, on commence à arriver dans des récompenses secondaires. Alors j'avais essayé de faire un pari sur l'audience pour essayer de maximiser l'activation du système de récompense. J'ai plutôt choisi pour cette slide, mais j'ai une autre version pour ceux qui seraient intéressés. Et puis je crois qu'il y a une conférence sur le troisième intervention. On peut parler de récompenses cette fois-ci très différentes, qui active également le système de récompense. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes ces récompenses qui sont par nature très différentes, qui subjectivement vont activer des choses très différentes en nous, activent les mêmes régions? Et il y a une méta-analyse qui est sortie en 2013 qui regroupe vraiment énormément de travaux, plus de 200 ou 300 publications, et qui montre qu'effectivement, quel que soit le type de récompense, qu'on parle de récompense très primaire, de la nourriture, de choses plus secondaires comme l'argent qui est mis un peu entre les deux, ou
de récompense ou de valeur de niveau plus élevé, on active essentiellement ces mêmes régions, donc le cortex préfrontal, ventromédian et le striatum. Il y a peut-être des petites subtilités en termes quantitatifs, mais qualitativement, on est vraiment sur les mêmes régions cérébrales. Au-delà des activations cérébrales, si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau neurobiologique et qu'on croise à nouveau neurotransmetteurs et récompenses, on va très vite tomber sur ce papier, c'était plus de 3000 fois pour une référence, et sur des dizaines et des dizaines de papiers qui viennent répliquer ce résultat et qui viennent nous dire qu'il y a un lien entre la récompense, on détaillera après dans sous quelle modalité, et un neurotransmetteur qui est la dopamine. Qui est donc probablement le signal dopaminergique est donc probablement ce qui signale la sensation de récompense dans le cerveau. Alors, comment mesurer cette sensibilité à la récompense? On peut le mesurer essentiellement de deux façons différentes. On peut regarder ce qui se passe au moment de l'obtention de la récompense. On parle de plaisir de consommation, c'est vraiment au moment où on obtient, où on déguste, on pourrait presque dire ici la récompense, une image qui est presque récompensante en elle-même, de voir cette image, en tout cas chez moi c'est ça. Et on peut regarder un autre moment, qui est le moment où on anticipe la récompense, c'est-à-dire le moment où on l'a pas encore, mais on a une perspective de récompense, et voir ce qui va se passer à ce moment-là. Cette dissociation, dans la littérature scientifique, elle est regroupée sous un terme dont on pourrait débattre, de la pertinence, notamment pour notre pathologie. C'est des auteurs qui cherchent à mettre en évidence une dissociation entre les deux. Je crois qu'il faut être très prudent sur cette dissociation et on pourra en reparler. Mais en tout cas, si on veut retrouver un petit peu cette dissociation-là dans la littérature, les termes dont on va entendre parler, c'est le liking versus le wanting. Le wanting, donc, qui est donc l'anticipation, le moment où on veut la récompense, et tout ce que ça met en branle pour l'obtenir, sans mauvais jeu de mots. Et l'autre phase, qui est le liking, le moment où on obtient la récompense, et le plaisir qu'on peut en découler, qui peut en découler. Alors, si on se place au moment de l'obtention, on peut évaluer directement la sensation de plaisir, on peut observer la réaction comportementale, observer la réactivité cérébrale, on l'a dit, et voir, c'est un des effets de la récompense, finalement, c'est l'effet d'apprentissage, c'est-à-dire voir comment cette récompense va modifier les comportements futurs. Et puis, si on se place à l'inverse au moment de l'anticipation, on peut à nouveau voir l'effet sur le comportement. C'est quelque chose de très classique, vous mettez une perspective de récompense, c'est même la définition de récompense, un stimulus appétitif, on va se déplacer vers la récompense, c'est le terme de motivation, mise en mouvement, et regardez ce qui se passe au niveau de la réactivité cérébrale à nouveau. Alors on va essayer de passer au travers de ces différentes façons d'évaluer la sensibilité à la récompense et de voir à chaque fois ce qu'on peut retrouver dans la dépression. Alors, si on parle vraiment du premier élément, la sensation subjective de plaisir, on est vraiment dans l'anédonie de Rigaud, pour l'anédonie, cette diminution du ressenti vis-à-vis du plaisir, et on a différentes façons de le mesurer. On peut mesurer une réaction comportementale, certains auteurs, à nouveau, comme Berridge ici, vont d'ailleurs plaider que cette réaction comportementale est très conservée au travers des espèces, en tout cas au niveau de l'expression qu'on peut retrouver, on voit ici du rongeur jusqu'à l'homme, des expressions au plaisir ou au dégoût qui sont relativement, on va en reparler, similaires. Et puis chez nos patients, on peut bien sûr évaluer ça de façon très directe. Alors c'est tout notre interrogatoire finalement sur l'anédonie, mais qui peut être formalisé au travers d'échelles cliniques comme ici la chasse. On va directement demander au sujet s'il ressent du plaisir comme avant. Et vous savez tous qu'on a une mesure dans ce cas-là assez directe et qui nous montre que les patients déprimés ressentent moins le plaisir. On peut essayer. Ça pose de vrais problèmes méthodologiques, essayer de mesurer ce qui se passe quand on délivre, quand on donne un plaisir à un patient, et en lui demandant de faire une évaluation subjective, par exemple avec une EVA. Ça a été fait dans ce papier avec des cartoons, des petites BD humoristiques, mais ça a été fait également avec d'autres items, par exemple des items alimentaires, et étonnamment, dans ces situations-là, on ne retrouve pas de différence entre les patients et les sujets sains,
alors même que quand on leur demande si en général ils expérimentent du plaisir, on voit une différence nette. Quand on mesure directement, on leur demande de juger directement quel plaisir ils ont ressenti face à un stimulus, il n'y a pas de différence. Là encore, on pourrait en reparler d'un point de vue méthodologique. Et puis, par rapport à cette mesure très comportementale, ce qui se lit sur le visage, je crois qu'à nouveau, il faut revenir à notre sémiologie, où l'absence d'expression, l'absence d'expression de joie, de plaisir est quand même la base de notre sémiologie. Bien avant de parler à notre patient, juste en regardant par le hublot de la chambre d'hôpital, on voit si le patient est déprimé. Alors si on parle maintenant de réactivité cérébrale, ça a été fait de plein de façons différentes, des récompenses monétaires, des récompenses alimentaires. Ici c'est un papier que j'aime bien parce que le design expérimental est assez amusant. Il montre des images qui sont censées être récompensantes comme du chocolat ici ou aversives comme une fraise pourrie. Et puis pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui peut se faire chez l'animal, il y a un petit tuyau dans la bouche qui vient apporter un liquide qui est soit on voit un milkshake au chocolat, soit une solution plutôt aversive avec un goût plutôt aversif. Et on regarde ce qui se passe dans le cerveau quand on fait ça, mais à nouveau on pourrait le faire de plein de façons différentes et les résultats sont tout à fait reproductibles dans la littérature. Alors si on se concentre sur la récompense, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, on regarde ce qui se passe dans le cerveau, les images sont un peu moins belles que ce qu'on a vu précédemment. Je ne sais pas si vous voyez mieux sur mon écran, oui, heureusement. Vous avez ici votre activation du striatum ventral, ça c'est chez le sujet sain, entre guillemets. Vous avez ici une activation du cortex préfrontal ventromédian, qui n'est pas la plus jolie qu'on puisse imaginer, mais qui est là quand même. Et puis par contre, quand vous comparez des sujets contrôle à des patients déprimés, vous voyez une différence massive entre les deux, c'est-à-dire que cette image de la récompense et ce goût de la récompense, ce goût du chocolat ne vient plus activer le système cérébral de la récompense. À nouveau, c'est fait avec ce type de choses, mais on pourrait le faire avec des récompenses monétaires ou avec d'autres types de récompenses. Alors vous voyez même ici qu'en fait, ce n'était pas une population de sujets déprimés, c'était une population de sujets qui étaient remis de leur dépression et qui pourtant ont toujours ce pattern-là. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui est répliqué dans de nombreuses études. Si vous voulez retrouver ça dans le terme qui est employé pour parler de ça, c'est cet émoussement de la réponse à la récompense, blunted reward responsiveness, qui est répliqué de façon massive, qui corrèle avec la sévérité, qui corrèle avec les scores d'anédonie, et qui est retrouvé même chez des patients en rémission ou chez des apparentés sains, ce qui en fait un endophénotype. Alors, quid de nos médicaments sérotoninergiques? Est-ce qu'on est efficace pour traiter ça? Alors, vous le savez, l'anédonie est probablement le meilleur prédicteur de l'absence de réponse aux médicaments sérotoninergiques. Ces mêmes auteurs se sont intéressés à ce qui se passait chez des sujets sains quand on leur donnait 7 jours de citalopram et qu'on faisait exactement la même expérience avec le chocolat et la fraise pourrie. Alors, ça, c'est chez les sujets qui ont reçu, c'est en moyenne ce qu'on observe, on voit à nouveau cette activation du striatum ventral. Et si on compare trois molécules, un placebo, du réboxétine, qui est donc une drogue noradrénergique, et le citalopram, on voit qu'entre réboxétine et placebo, il n'y a pas de différence, mais que par contre, sous citalopram, chez les sujets sains, après 7 jours de citalopram, il y a une diminution de la réactivité cérébrale à la récompense. Et ça va dans le sens de ce qu'on sait chez nos patients, sur le fait que peut-être pas seulement on traite mal ce symptôme d'anédonie, mais que peut-être, chez certains patients, on l'aggrave même avec le sérotoninergique, avec l'émoussement émotionnel qu'on peut observer sous sérotoninergique. C'est évidemment pas vrai chez la totalité de nos patients, on voit beaucoup chez qui l'anédonie récupère sous traitement, mais il y a comme ça de nombreuses données dans la littérature qui viennent nous laisser à penser que les sérotoninergiques ne sont pas efficaces, loin s'en faut, et peut-être même délétères pour certains sujets, pour l'anédonie et la sensation de récompense. Alors, si on parle maintenant de comportement, parce que l'imagerie cérébrale c'est bien, mais il faut quand même regarder ce qui se passe dans le comportement. L'une des façons très classiques, c'est la base de l'éducation, on va dire, c'est de voir ce qui se passe sur les comportements futurs, donc de voir une notion d'apprentissage.
de voir si on peut modifier le comportement en donnant des récompenses ou des punitions. Alors, c'est fait au laboratoire. C'est un test, j'aime bien ces tests qui peuvent être faits de façon complètement translationnelle, c'est-à-dire on peut utiliser à peu près le même genre de design expérimental chez l'homme et chez l'animal. C'est un test où on va montrer aux participants deux symboles qui à la base n'ont aucune valence particulière, qui sont tout à fait abstraits, et puis il se trouve qu'on lui demande d'en choisir un des deux, et il y en a un des deux qui fait gagner de l'argent dans 80% des cas, et qui fait rien gagner dans 20% des cas, et l'autre c'est l'inverse. Donc évidemment, par essai-erreur, le sujet apprend progressivement à choisir ce symbole plutôt que ce symbole-là. Et puis si on fait la même chose, on peut faire la même chose mais avec une deuxième paire, avec cette fois-ci un symbole qui fait perdre de l'argent dans 80% des cas et qui ne fait rien dans 20% des cas, et un autre symbole qui ne fait perdre de l'argent que dans 20% des cas et qui ne fait rien dans 80% des cas. Donc il faut apprendre à choisir le symbole qui ne vous fait pas perdre d'argent. C'est un test très très classique dans la littérature. On peut faire exactement la même chose chez l'animal avec un labyrinthe à deux bras, un bras qui conduit à gagner de la récompense et un bras qui conduit à rien du tout. Et l'animal apprend progressivement à tourner à droite plus que tourner à gauche. Alors, cette tâche-là, on peut en étudier les bases neurobiologiques. On peut voir par exemple que si on donne de l'allopéridol, donc un antidopaminergique chez des participants sains, eh ben, on va diminuer assez drastiquement leur capacité à apprendre des récompenses, c'est-à-dire on voit que quand on leur donne une récompense, ils apprennent moins, alors que ça n'altère absolument pas l'apprentissage à la perte. Le comportement est tout à fait identique sous placebo et sous un antidopaminergique, ce qui redit le lien spécifique entre la dopamine et la sensibilité à la récompense, la dissociation entre l'encodage de la récompense et l'encodage de la perte dans le cerveau. Alors, est-ce que ça a été fait dans la dépression, ce genre de test? Oui, ça a été fait des dizaines de fois. Il y a même des méta-analyses comportementales, ce qui n'est pas banal, qui regroupent les dizaines d'études qui ont été faites avec ce genre de paradigme des variantes comme celle-là. Et ce qu'on retrouve, c'est quelque chose de tout à fait reproductible à nouveau, où, de façon comportementale, on mesure dans la dépression une diminution de la sensibilité à la récompense via une diminution de l'apprentissage au gain. De façon non triviale, ce défaut d'apprentissage au gain vient nous prédire la réponse à des antidépresseurs sérotoninergiques. Plus la réactivité comportementale à la récompense est faible, et plus il y a de chances qu'on ne réponde pas à une intervention sérotoninergique. On en revient à cette idée que la sérotonine n'est peut-être pas le neuromodulateur le plus impliqué dans la transmission de la récompense. Et puis, ce résultat-là est couplé à une diminution de la réponse cérébrale. Donc si on fait exactement la même tâche, mais dans l'IRM, on a un striatum ventral invé PFC qui s'active moins chez les patients déprimés lorsqu'on leur donne une récompense monétaire. Alors si on passe maintenant à le deuxième moment important, c'est-à-dire pas le moment où on obtient leur récompense, mais le moment où on l'anticipe, on peut regarder à nouveau deux choses, l'effet sur le comportement et la réactivité cérébrale. Et là, on en arrive vraiment à la définition quasiment de la motivation, l'ensemble des facteurs qui vont influencer le comportement, soit en termes de direction des choix que je vais faire, choisir une action particulière par rapport à une autre, soit en termes d'intensité, c'est-à-dire les ressources que je vais dépenser, l'effort que je vais investir dans une tâche particulière. Alors ça, à nouveau, si on commence par la direction, les choix que je peux faire, on a des tests chez l'animal, au niveau translationnel, qui permettent de regarder ça. Une souris normale, si vous la mettez face à une solution de l'eau, en pratique, ou une solution avec du sucre, et bien la souris normale, elle préfère la solution avec du sucre. Et bien, si vous déprimez cette souris, on pourrait revenir sur les différentes façons de déprimer une souris, avec des modèles de corticoïdes, de défaites sociales, il y a plein de modèles différents. Et bien, vous abolissez cette préférence-là, un modèle finalement animal d'anédonie. Et point important, chez la majorité des animaux, environ 70% des animaux, à peu près comme chez l'homme finalement, on a une restauration du pattern normal sous antidépresseurs. Alors, est-ce qu'il y a un test équivalent chez l'homme? Pas directement, ça c'est quelque chose qu'on est en train de faire, on est en train de regarder vraiment au niveau comportemental, chez des sujets déprimés, si
on peut montrer comme ça différents types de récompenses, de leur demander, de demander au sujet à quel point ça leur ferait plaisir de l'obtenir, et de faire des choix pour voir si la sensibilité à la récompense au travers des choix est altérée chez les patients atteints de dépression. On peut faire des choses plus complexes, mais à chaque fois, enfin, je vais pas élaborer plus longtemps là-dessus, mais ce type de sucrostesse est difficile à translater directement chez l'homme, et il faut probablement faire intervenir un acteur un tout petit peu différent qui est cette notion d'effort, et étudier finalement la sensibilité à la récompense au travers d'un compromis effort-récompense. À quel point le fait de mettre le sujet en face d'une perspective de récompense va le conduire à produire un effort plus ou moins important. Alors, c'est ce qui est fait dans différents types de tâches. Cette fois-ci, on a des tâches qui sont vraiment tout à fait analogues chez l'homme et chez l'animal. On peut par exemple proposer au sujet un choix entre une petite récompense pour un petit effort ou une grosse récompense pour un gros effort. Et regarder le compromis entre les deux. Ça, on peut faire exactement la même chose chez l'animal, avec une petite récompense dans un bras du labyrinthe où il n'y a pas d'obstacle, et une grosse récompense contre un gros effort. Il faut escalader ici une barrière pour obtenir la récompense. Et puis on peut faire, alors c'est la même idée hein, d'évaluer le compromis entre récompense et effort, une tâche comme celle-là où vous avez juste finalement un montant à gagner, on vous dit de serrer une pince, c'est un peu comme tâche de fête foraine, quoi. Vous devez produire un effort pour gagner de l'argent, plus vous appuyez fort, plus vous gagnez de l'argent, et ce que vous gagnez est proportionnel à la récompense en jeu. Donc vous pouvez jouer pour quelques centimes, ou vous pouvez jouer pour 20 €, travailler plus pour gagner plus, hein, ça revient à la mode. Le comportement attendu est assez simple, il est de dire que finalement, s'il y a plus à gagner, eh ben, je produis un effort plus important, je serre plus fort la pince. Ça, c'est effectivement ce qu'on observe chez les sujets contrôle. On voit que ici, c'est avec 3 récompenses seulement, mais à nouveau, ça a été répliqué de nombreuses fois. Et ben, de façon non surprenante, finalement, si la récompense en jeu est plus importante, le sujet appuie plus fort sur la pince. Pas très surprenant. Quid de la dépression? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on fait exactement la même chose chez les sujets déprimés, on voit que cette fois-ci, on a une abolition totale de l'effet de la récompense sur le comportement, c'est-à-dire que les sujets appuient exactement de la même façon pour 1 € ou pour 1 centime. Point important, si cette fois-ci on prend des sujets qui sont en rémission, des sujets déprimés en rémission, eh bien on voit qu'on retrouve cette fois-ci le pattern des sujets sains. Donc contrairement à ce qu'on avait vu précédemment avec la réactivité cérébrale, ici on voit qu'on a un marqueur de l'état de la dépression et potentiellement quelque chose qui pourrait nous prédire la sortie de la dépression. Alors c'est quelque chose qui est très répliqué, pas uniquement avec l'argent, parce qu'on pourrait se dire c'est peut-être juste un problème avec l'argent chez nos sujets déprimés. Non, ça marche aussi avec à nouveau ces petits cartoons, ces petites BD humoristiques. Les sujets appuient plus fort pour voir une BD qu'ils trouvent plus drôle. Ça marche aussi avec des images érotiques, par exemple, plus chez les hommes que chez les femmes, il faut savoir pourquoi. Ça marche aussi avec des récompenses monétaires, donc le sujet appuie plus fort quand il y a quelque chose à gagner qu'il préfère, et avec une abolition de ce pattern-là chez les sujets déprimés. C'est répliqué dans des paradigmes différents, à nouveau c'est toujours important en psychologie expérimentale de montrer que c'est bien le concept qu'on veut étudier qui est pertinent, c'est-à-dire ce trade-off entre récompense et effort, qu'on n'est pas dans quelque chose de spécifique de la tâche. Si on fait des choix ou si on regarde directement la production d'efforts, on observe exactement la même chose. C'est répliqué dans la dépression bipolaire comme dans la dépression unipolaire, et c'est répliqué, point important, chez des patients naïfs de traitement, donc on n'est pas en train d'observer l'effet des antidépresseurs, on est bien en train d'observer quelque chose qui est spécifique, ou en tout cas causé par la dépression. Comment interpréter cet effet? Parce que finalement, si je vous dis qu'il y a une diminution, qu'il y a une altération du compromis entre effort et récompense, si on se dit que le sujet ne réagit plus face à une perspective de récompense, et bien finalement il y a 2 interprétations possibles assez évidentes qui sont de dire que j'ai une diminution de la sensibilité à la récompense ou que j'ai une augmentation de la sensibilité à l'effort. Et les deux vont conduire finalement à produire moins d'efforts face à une perspective de récompense.
Au niveau comportement, c'est pas facile à distinguer. On peut se poser la question de comment on fait pour faire la différence entre les deux. Et le détour qu'on fait au laboratoire pour faire la différence entre ces deux causes, finalement, ces deux mécanismes, c'est de passer par une approche qu'on va appeler computationnelle, c'est-à-dire de mettre en équation le comportement, essayer de formaliser cette tâche-là pour décrire le comportement avec des modèles mathématiques qui ne sont pas extrêmement compliqués, au travers desquels je vais essayer de vous guider dans les 3 minutes qui me restent. C'est parfait. Alors, l'idée, elle est de dire qu'on va casser un phénotype, c'est-à-dire casser un trouble de la motivation, on peut l'appeler aboli, on peut l'appeler autrement, en des briques cognitives différentes, par exemple une diminution de la sensibilité à la récompense ou une augmentation de la sensibilité à l'effort. On revient sur cette tâche, une tâche de motivation par incitation, je vois qui est plus fort pour gagner de l'argent. Et on va essayer de modéliser cette tâche, c'est-à-dire d'en proposer un modèle mathématique. Et assez simplement, il y a deux termes dans le modèle, un terme de coût et un terme de bénéfice, puisqu'on est vraiment dans une tâche de compromis entre coût et bénéfice. Le terme de bénéfice, il est donné par la tâche ici, il indique le fait que plus j'appuie fort, plus je gagne de l'argent. Et la pente de la courbe ici est plus importante s'il y a plus d'argent en jeu. Plus le montant est élevé et plus la pente est importante. Et puis il y a un terme de coût dont la formalisation mathématique exacte n'est pas forcément très importante. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle est explosive. Et ça dérive des propriétés du contrôle moteur. C'est quasiment un proxy pour le nombre de fibres musculaires qui se contractent. C'est l'idée du fait que plus on se rapproche de la force maximale et plus le coût augmente. Théoriquement, pour sa force maximale, le coût est infini, mais ce qui empêche d'aller au-delà. Il y a une limite qui est liée au coût moteur. On pourrait faire exactement la même chose avec un coût cognitif, mais là, on parle vraiment d'une tâche avec un effort moteur. Si on fait une simple soustraction entre les deux, le terme de bénéfice et le terme de coût, eh bien on obtient ce genre de courbe et on voit que pour chaque niveau de récompense, il y a une force optimale qui vient optimiser le compromis entre les coûts et les bénéfices. Si j'appuie moins fort, je ne gagne pas assez. Si j'appuie plus fort, le coût moteur est trop important. Alors évidemment, le truc ici, c'est que ce compromis ne va pas être identique chez tous les individus. J'allais dire chez tous les patients, en fait, on va rajouter ici des constants, des termes, ce qu'on appelle des paramétriques qui vont caractériser le comportement de l'individu, qui sont la façon dont je fais ce compromis-là, le poids que je vais mettre sur les récompenses et le poids que je vais mettre sur le coût, et ces deux termes vont pouvoir varier entre les individus. Il y a un terme de fatigue également dont je ne vais pas parler. Ça a été fait dans la maladie de Parkinson. Alors l'avantage avec Parkinson, c'est qu'on peut tester on et off dopage, sous dopamine ou non, et on voit avec ce résultat que l'effet de la dopamine est médié directement par la sensibilité à la récompense, sans effet sur le coût de l'effort. Donc à nouveau le lien entre dopamine et sensibilité à la récompense. Alors ça a été fait dans les dépressions, c'est des résultats très récents qui ont quelques semaines à vrai dire. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe qu'il y a peut-être une petite qui est tout juste marginale ici, différence sur la sensibilité à la récompense, mais l'acteur qui semble jouer dans ce compromis effort-récompense chez les sujets déprimés, c'est le coût de l'effort, avec une augmentation massive, ultra significative du coût de l'effort chez les patients déprimés. Et si on compare par exemple à des patients atteints de schizophrénie, eh bien, on a un pattern qui est différent. Donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire que face à un même pattern, un trouble de la motivation, on peut déterminer des étiologies différentes, des mécanismes cognitifs différents, où on a chez les patients atteints de schizophrénie une augmentation, une baisse de la sensibilité à la récompense combinée à une diminution de la sensibilité à l'effort. Juste pour conclure, ce papier que je trouve intéressant, pas seulement parce que je l'ai reviewé, mais qui vous reprend tout ce qui a été fait pour évaluer l'anédonie, et qui arrive, alors malgré nos recommandations insistantes, à une recommandation un peu étonnante, qui est de dire qu'il faut repenser l'anédonie, c'est-à-dire arrêter de dire que c'est une baisse de la sensibilité à la récompense, mais que c'est, à l'inverse, qu'il faut élargir l'anédonie pour prendre en compte tout ce qui est altération de la sensibilité à la récompense, qu'on parle de plaisir, qu'on parle d'anticipation, qu'on parle de motivation, c'est-à-dire de dire que ce terme englobe de façon très large tous les comportements possibles. Moi, à vrai dire, face à ces résultats, j'arriverais à une conclusion différente, qui est de dire qu'il faut garder cette définition d'anédonie, mais il ne faut pas cantonner la diminution de la sensibilité à la récompense dans la dépression à l'anédonie, mais il faut intégrer d'autres acteurs, par exemple cette notion d'effort. Et je trouve très étonnant, par exemple, que dans notre sémiologie, on ait des termes spécifiques
de l'augmentation, la diminution de la sensibilité à la récompense, l'anédonie, mais qu'on n'ait rien, par exemple, pour caractériser une sensibilité à l'effort, alors que si on interroge nos patients, c'est ça qui nous guide massivement, c'est tout devient une montagne, tout devient un effort, la moindre décision, le fait de choisir mes habits le matin, devient une épreuve insurmontable. Et puis, la question qu'on doit se poser à l'avenir, c'est dans quelle mesure ce genre d'outil, par exemple ce genre de test, est utile en pratique. Est-ce que ça nous permet, par exemple, de prédire le type de médicament qu'on doit choisir chez nos patients? On a vu qu'il y a des indices là-dessus sur des tâches d'apprentissage. Vraiment, ça, c'est des choses qu'on est en train d'essayer de faire, de voir dans quelle mesure on peut faire passer ce genre de test a priori chez des patients avant mise sous traitement pour aller prédire le type de traitement qu'on doit donner à des patients. Je vous remercie et je voudrais remercier mes maîtres, notamment le professeur Raphaël Gaillard et le docteur Mathias Pessin.